Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le vendredi 10 novembre et on va avoir un dernier mot de l'UFC 295. On parlera aussi d'Uriah Faber, d'Anthony Smith et de plein d'annonces de combat. Et il y aura bien sûr beaucoup d'autres informations. C'est parti. Et pour une fois, on bouscule les habitudes, vous le savez, le vendredi, il y a notre petit défi Paris. D'habitude, je le fais en fin d'émission. Aujourd'hui, je commence par ça parce que c'est la grosse nouvelle du jour, je trouve. J'ai pas envie encore de vous reparler des conférences de presse, etc. Franchement, elles se répètent tous. On leur pose toujours les mêmes questions aux combattants, c'est toujours les mêmes réponses forcément. On leur a posé 10 fois la question de qu'est-ce que ça leur faisait de combattre au MSG. Bon, je pense qu'on a compris. D'ailleurs, Thomas Spinal a fait une petite blague hier. Il a dit oui, j'arrête de répondre à cette question. Puis bon, forcément, il plaisantait, il a quand même répondu. Mais ça fait 10 fois qu'on les entend donner leur avis sur ce qui va se passer. Les mecs sont pas très bavards en plus. C'est pas des gros trash talkers, excusez-moi. Donc j'ai décidé de parler de Benoît Saint-Denis, puisque Benoît Saint-Denis, sa cote est à 1,39. C'est le plus gros favori de la carte avec une cote à 1,39. Derrière lui, on a Mackenzie Dern qui est à 1,41. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu une carte avec des cotes aussi rapprochées. On sait vraiment pas ce que ça va donner. Sergei Pavlovich à 1,80, Aspinall à 1,72, Prochaska à 1,96, Pereira à 1,78. Écoutez, c'est vraiment rare de voir ça. En tout cas, moi, de mémoire, j'ai pas souvent vu ça. Benoît Saint-Denis favori 1,39, Frévola 2,75. Moi, ça va être mon pari, on en a un peu parlé dans les commentaires de l'épisode d'hier. Continuez à me mettre vos commentaires, ce que vous pensez. Je pense pas combiner, je pense vraiment que Benoît Saint-Denis, après c'est peut-être mon côté français qui me biaise un petit peu. J'ai pas forcément les yeux en face des trous, j'ai envie de dire. Mais non, je pense que Benoît Saint-Denis peut le faire, ça va être très serré, vous le savez, j'en ai parlé dans l'épisode. Je vois Benoît Saint-Denis plus fort que Frévola dans tous les domaines, je pense. Ce qui me fait peur, c'est le contre. Clairement, ce qui me fait peur, c'est le contre, mais voilà, je fais confiance à la team Moirin, je fais confiance à Benoît Saint-Denis, ça a dû être travaillé et répété, ils savent que c'est un des problèmes de Benoît de prendre trop de coups, c'est pareil, tout le monde leur pose la question, à chaque fois, tous les médias, il prend trop de coups, bon, j'ai envie de dire, on a compris, c'est vrai que des fois, les médias, je veux pas leur cracher dessus, ils font leur métier, mais j'aimerais des questions un peu plus précises sur la préparation, sur le côté mental, sur les sparring partners, sur tout ça. Je trouve que des fois ça manque un peu des questions un peu plus techniques, je trouve que c'est un peu trop des questions grand public, alors il en faut, mais j'aimerais parfois voir des choses un peu plus techniques. Donc écoutez, vous l'aurez compris, je pense que je vais miser sur Benoît Saint-Denis, pas beaucoup, on a la cagnotte, et la cagnotte est pas très haute, hein. Je vous le rappelle, pour ceux qui savent pas, tous les vendredis on parie sur les combats du week-end, et on a une cagnotte à 5 € là sur un site de paris en ligne, si on voudrait voir à combien on serait à la fin de l'année, à l'UFC 300, à l'International Fight Week de l'année prochaine. Écoutez, et puis s'il y a un peu d'argent, pourquoi pas, soit faire gagner un cadeau à des auditeurs, soit investir dans le podcast avec, je sais pas, un petit jingle, quelque chose, faut voir combien ça coûte. Mais voilà, c'est l'idée. Pour enchaîner sur l'UFC 295, juste un mot rapide d'Aspinall, qui a quand même déclaré une chose, bon, on s'y attendait, il a dit, pensez pas que je vais aller à la bagarre avec Pavlovich, que je vais planter mes pieds au milieu de la cage, et que je vais envoyer comme ça sans réfléchir. Bon, je me doutais, Aspinall, c'est un mec intelligent, il l'a clarifié, on s'en doutait, mais c'était quand même, j'ai trouvé ça intéressant de l'entendre sortir de sa bouche. Ensuite, je vais vous parler du combat entre Sabatini et Lopez, combat dont personne ne parle. Les deux, j'ai vu quasiment 0 interview cette semaine. Pourtant, c'est le combat qui semblerait va ouvrir la main card. Alors, je pensais que ça allait être Benoît Saint-Denis, mais non, apparemment, c'est ce combat-là. Je vais commencer par vous présenter Sabatini, il est à 18-4 en carrière, ce sera un combat en poids plume, c'est un lutteur ou un grappleur comme on veut, il est très bon sur les takedowns, ses attaques de striking sont un peu hasardeuses, en fait c'est beaucoup des crochets, il envoie des crochets pour se rapprocher et tout de suite venir attraper en clinch ou amener au sol. Il a des très bons takedowns sur les contres, si vous lui envoyez un low kick isolé, 90% de chance que vous finissiez au sol. Quand son adversaire rentre sur un enchaînement de coups, il fait un petit pas de recul et boum, tout de suite il vient accrocher pour amener au sol. Ensuite, ça le dérange pas de passer le round entier sur ses adversaires, à les dominer. Il essaye souvent de prendre le dos. Il a passé plusieurs rounds dans le dos de ses adversaires avec un bon body triangle bien verrouillé. Et il est plutôt dangereux au sol, hein, même si c'est pas forcément le plus gros définisseur. Il a des positions dominantes solides, un peu à l'inverse de Matt Frévola, hein, ce que je vous disais. Maintenant, voilà, son striking est assez limité quand même. Il a un bon kick au foie, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il cherche le takedown, il force le takedown, il va envoyer takedown sur takedown sur takedown jusqu'à ce que ça marche. Ça a tendance à un peu faire baisser les bras de ses adversaires, et parfois, ça lui permet de placer un crochet. Il avait envoyé un bon kick au foie sur un de ses combats, j'avais trouvé ça bon, on le voit pas souvent à l'UFC, le kick avait vraiment piqué, alors il avait pas gagné là-dessus, mais ça avait été beau.
Il a parfois des takedowns un peu hasardeux parce qu'il force tellement que parfois ça peut lui porter préjudice. Dans un de ses combats à l'UFC, il s'est retrouvé sur le dos. Alors il s'en était très bien sorti. Il s'était fait contrer le takedown, il se retrouve sur le dos. Il arrive à gagner sur une clé de cheville ou une clé de genou, je sais plus. C'était très bon de sa part, mais attention parce que Lopez en face, je vais en parler, c'est très très fort au sol. Alors c'est peut-être le genre d'erreur qu'il faudrait éviter contre lui. Il a eu tendance dans ses premiers combats à l'UFC à avoir une baisse de régime dans le round numéro 3, même parfois à lui se faire ramener au sol dans ce round. Souvent à se retrouver à travailler contre la cage. Contre la cage, il a du mal à amener ses adversaires au sol. C'est beaucoup plus dur. On voit qu'il travaille dessus, il a de très bons crochetages. Ça va être intéressant si à un moment il se retrouve en clinch contre la cage avec son adversaire qui a le dos à la cage. S'il arrive à l'amener au sol, regardez ses crochetages, regardez son jeu de jambes. Je trouve que c'est assez beau ce qu'il fait, même s'il a du mal. Mais c'est toujours plus dur d'amener un adversaire au sol quand il est dos à la cage, forcément. Mais lui, voilà, ça a été ses premiers combats à l'UFC. Le 3e round se passait souvent comme ça. L'adversaire dos à la cage qui résiste, parfois qui arrive à l'amener au sol. Il a un peu réglé la mire dans les derniers combats. La baisse de régime était moins significative dans le dernier round, donc on va voir ce que ça va donner contre Lopez. Il a aussi eu une défaite. Alors c'est un peu compliqué cette défaite. Il était très inactif, il est resté debout, il cherchait pas le takedown. Ou alors son adversaire faisait ce qu'il fallait, pour gérer la distance et ne pas se faire amener au sol. Et ça a fini qu'il a pris un KO. Voilà, on sent que debout, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Il est bon quand il va chercher le takedown. Alors parfois, il le force un peu trop, faut trouver le juste milieu. Maintenant, Lopez en face, c'est pas le meilleur des strikers. Je sais pas s'il serait capable de faire ce que lui a fait son adversaire ce jour-là. Et du coup, je vais vous placer un petit mot sur Lopez. Alors avant de passer à Lopez, il faut savoir que sa défaite à Sabatini, c'était son avant-dernier combat. Il n'avait pas réussi à trouver le sol. Le combat qui a suivi, je peux vous dire, dans les 10 premières secondes, il a amené l'adversaire au sol et il lui a fait vivre un enfer. Je pense qu'il a beaucoup appris de cette défaite. Il a peut-être bien réalisé que c'était pas un striker, qu'il était bon quand il était au sol, quand il dominait au sol. Donc est-ce que contre Lopez, il va shooter le takedown tout de suite? C'est peut-être une solution. Lopez en face, il a que 2 combats à l'UFC, mais c'est déjà un vétéran, 22-6 en carrière. Et son premier combat à l'UFC, il le prend en short notice contre Evloev, qui est pas n'importe qui préparait un combat contre Brice Mitchell à l'époque. Personne donnait Lopez gagnant. Bon, il a perdu à la décision. Un premier round, il passe le round sur le dos, mais il tente un nombre de soumissions, c'est hallucinant. On a même cru qu'il allait réussir à faire taper Evloev. Il est très très fort sur le dos, très très actif, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. Moi, dans ses combats avant l'UFC, je lui reprochais parfois d'être un peu inactif. Voilà, je suis sur le dos, je suis à l'aise. Je suis pas en danger, mais je fais rien. Et ça, quand tu combats en MMA, malheureusement, c'est comme ça que tu prends des défaites. Donc ça peut être assez dangereux. Attention à ne pas être trop inactif. Son deuxième combat à l'UFC, il se fait amener au sol. Il verrouille une soumission pendant qu'il se fait amener au sol. C'était magnifique. Il a gagné très rapidement. Il avait été contender au Dana White Contender Series. Combat qu'il avait perdu parce que, selon moi, il avait les armes pour gagner, mais il avait été trop inactif, il avait été trop facile, il avait passé du temps sur le dos à tenter des soumissions, etc. Donc c'est beau à voir, mais c'est pas comme ça que tu gagnes un combat. Et puis dans le dernier round, il s'était pris un doigt dans l'œil, il n'avait pas pu continuer, et les juges avaient quand même rendu une décision, il avait été donné perdant, donc il était retourné combattre dans une autre ligue, ligue dans laquelle il avait plutôt performé. Debout, c'est pas génial, c'est un peu mieux que Sabatini, je dirais. En fait, il a des coups très secs. Il travaille sur des enchaînements, c'est très sec, c'est un peu explosif. Maintenant, c'est pas non plus magnifique, mais il peut peut-être faire quelque chose debout. Il a tendance parfois à envoyer des low kicks isolés, qui fassent pas ça contre Sabatini parce qu'il pourrait se retrouver au sol. Alors après, sur le dos, il est bon. Alors il peut peser une menace, hein, il peut très bien mettre une soumission à Sabatini. Mais attention, moi sur ce combat, je sais vraiment pas de quel côté je vais aller. C'est encore un combat très serré. Je crois que la cote est à moins 120 pour Sabatini, je crois, qui est favori dans ce combat. Écoutez, je voulais quand même vous parler de ce combat-là parce que c'est important, ça va ouvrir la main card, faut savoir à quoi s'attendre. Moi, je vous le dis, je pense que Sabatini va chercher une position dominante au sol. Evloev aime bien être sur le dos, même si... Lopez aime bien être sur le dos, donc ça peut être intéressant. On peut avoir du scramble, on peut avoir de la transition. J'ai peur, par contre, parfois, quand deux grappleurs s'affrontent, tout se passe debout et c'est assez moche à voir. C'est vrai que si ce combat se passait debout, je pense que ce serait pas très beau. Maintenant, voilà... Lopez, dans son combat contre Evloev, il avait semblé être épuisé dans le deuxième et le troisième round, même si au troisième round, il a tenté de belles soumissions. Maintenant, c'est un combat en short notice, donc forcément, on peut pas forcément se baser là-dessus pour dire ce que ça va donner. Moi, je vais peut-être basculer un petit peu plus du côté de Sabatini, mais vraiment, je sais vraiment pas quoi en penser. Écoutez, je pense qu'on a assez parlé de l'UFC 295 pour l'instant. On va passer à Anthony Smith qui a donné une longue interview à Ariel Helwani. Il est revenu sur sa carrière sportive, mais aussi sa carrière de commentateur. Je rappelle qu'il est analyste pour l'UFC ou pour ESPN, je sais plus.
Il est revenu sur son bif avec Pereira, et ils sont dans la même catégorie maintenant, et voilà, il explique, moi je suis commentateur, mais je suis encore combattant, donc quand je dis des choses aux combattants, parfois, les mecs peuvent mal le prendre, et il avait dit sur Pereira que sa montée en 205 était peut-être pas une bonne chose, parce qu'il allait perdre de son avantage de puissance, de son avantage d'allonge. Il dit ouais, c'est pas un gros 205, il y a des mecs qui sont plus gros que lui dans la catégorie, qui vont frapper aussi fort, voire plus fort que lui. Et il dit ouais, Pereira l'a mal pris, mais je pense que c'est un problème de traduction, il a peut-être mal compris ce que j'ai voulu dire, parce que j'étais pas du tout agressif en disant ça. Donc Helwani lui dit ouais, mais du coup c'est bien, t'es dans la même catégorie que lui, imagine il gagne samedi, toi t'es en train de commenter l'événement et puis il te fait un call, il veut t'affronter. Smith il dit ouais, ce serait vraiment la situation idéale, ça me permettrait d'accéder au titre très rapidement, mais j'y crois pas trop parce que Pereira c'est pas le genre de mec à faire ça, je suis d'accord avec lui, et puis moi honnêtement mon avis à moi c'est que Smith il est un petit peu loin dans les classements, il est quand même sur une baisse de régime dernièrement, il était contender à la ceinture, il avait affronté John Jones. Maintenant moi j'ai Smith champion, j'y crois pas trop, Smith qui aura un title shot, j'y crois pas trop, même si ça peut aller très vite dans cette catégorie là, t'es toujours à 1 ou 2 victoires du titre, surtout que Smith il a un style, il a le KO power, donc même si sur ses derniers combats on l'a un peu moins vu, il pourrait pourquoi pas un jour réavoir sa chance, moi je miserais pas là-dessus. Il a aussi parlé du combat forcément contre Prochaska, entre Pereira et Prochaska. Il dit moi je pense que si Prochaska laisse Pereira mettre la marche avant et lui marcher dessus, ça va être très mauvais, il va pas réussir à faire ce qu'il veut, mais il peut peut-être faire peser une menace avec les takedowns, ça va faire baisser les mains de Pereira. Maintenant je trouve que Prochaska prend beaucoup de coups et contre Pereira ça peut être un problème. C'est pas faux, mais c'est un combat très serré. Il a pas voulu s'avancer. Et je pense qu'il a dit qu'il avait un petit avantage pour Pereira de mémoire, mais il a pas voulu trop s'avancer. Il a aussi parlé du combat entre Walker et Ankalaev, qui pour lui n'aurait pas dû se terminer sur un no contest, mais sur une victoire de Walker, parce qu'il dit ouais, je comprends pas pourquoi Ankalaev a envoyé un genou. Il est face à un mec qui est beaucoup plus grand que lui, et là il s'est retrouvé avec sa tête au niveau du nombril. Il devait bien se douter qu'il était au sol. C'est pas faux. J'avais jamais pensé à cet angle de vue là. Après maintenant dans le combat, voilà, tout peut arriver. Il dit que le combat devrait avoir un rematch. Il dit ouais, je pense que c'est mérité. Ça par contre, je suis d'accord. Il a aussi parlé du main event entre Aspinall et Pavlovich. Il dit ouais, tu sais, Pavlovich il a brillé contre Lewis et Tuivasa parce que c'est des gros bagarreurs, c'est des mecs qui t'envoient un enchaînement et ils restent devant toi, donc ça te laisse le temps de les contrer. Et Pavlovich il a un très bon timing, il a un très bon coup d'œil. Aspinall ça va pas être le cas, il a un très bon jeu de jambes, il va toucher et ressortir. J'ai peur que Pavlovich n'arrive pas à le choper. C'est pas faux, ça peut être un des scénarios du combat. Aspinall l'avait dit qu'il avait un très bon jeu de jambes, donc pourquoi pas. Il a aussi parlé du combat entre John Jones et Stipe Miocic. Il dit ouais, moi je pense que ce combat doit avoir lieu parce que j'ai peur que ça nous laisse un goût sinon un arrière-goût de déception, un peu comme un GSP contre Silva par exemple. Alors je pense pas qu'on peut mettre ce combat au même stade parce que GSP et Silva on en parlait quand ils étaient au top de leur carrière. Là Stipe il est quand même un petit peu sur le déclin, en tout cas on a l'impression, on l'a pas vu depuis longtemps. John Jones il est monté en lourd, pour moi c'est pas pareil mais je comprends ce qu'il veut dire. Il a aussi forcément parlé d'un combat entre Jones et Ngannou. Alors lui, il pense que ce serait un combat remporté facilement par Jones, mais il dit que ce serait un combat chiant. Jones va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que Jones, il va dans le domaine où t'es le meilleur, donc là le striking, et puis il annule ton striking, et ensuite toi t'es perdu, tu sais plus ce que tu dois faire, et là c'est là où lui, il commence à te dominer. Il dit, je pense que Jones aurait quitté la cage sans aucune égratignure, ça aurait été un combat chiant à regarder, mais il l'aurait remporté. Il a aussi pensé qu'Ngannou devrait rester en boxe et affronter Wilder. Il a dit que les crossfights entre les combattants de MMA et de boxe, plus la catégorie de poids est lourde et plus ça va avantager les gars du MMA parce que les mecs sont moins techniques. C'est pas faux, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les boxeurs, arrivés à un certain poids, la technique est un peu moins présente, alors c'est relatif, hein. Mais il dit voilà, je pense que les gars du MMA qui vont aller en boxe, si c'est des poids lourds, ils peuvent faire quelque chose, par contre chez les poids légers ça va être très compliqué. Ce qui est pas forcément faux, alors on lui a demandé à lui, et toi est-ce que t'aimerais aller faire de la boxe anglaise? Il a dit non, moi je serais plutôt intéressé par le bare knuckle. Donc Anthony Smith il a déjà pris beaucoup de coups en MMA, s'il va se finir au bare knuckle, je suis pas trop rassuré pour lui. Il dit ouais, moi ça m'intéresse ce que fait Jorge Masvidal avec le MMA à main nue, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Donc écoutez, pourquoi pas. Il a aussi parlé de Dylan Dennis qui verrait bien combattre à l'UFC. Il dit ouais, à l'UFC 300, imagine McGregor en main event et Dylan Dennis en ouverture de carte. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, hier Pereira qui dit que Dylan Dennis est très sérieux, Anthony Smith qui dit moi j'aime beaucoup ce qu'il fait au sol, je pense qu'il peut faire peser une menace en MMA, bah écoutez, on va peut-être finir par changer d'avis sur Dylan Dennis. Moi j'en attends rien, maintenant s'il vient à l'UFC et qu'il prend des victoires et qu'il fait des beaux combats, pourquoi pas, hein. Ensuite, il a aussi parlé de la situation des poids lourds actuellement, et il dit que ce qu'a fait Almeida dans son dernier combat, c'était quand même fort. Il dit honnêtement, fallait le faire, dominer Lewis comme ça au sol. Moi, j'aime le sol, je trouve que ce qu'il a fait, c'est très beau. Mais par contre, vous voyez, si ça avait été Aspinall en face de Lewis, je suis sûr que Aspinall aurait réussi à terminer Lewis. Alors, il y a peut-être un petit manque d'expérience chez Almeida, selon ce qu'il dit. Maintenant, il dit qu'il voit aussi grimper les rankings, et pourquoi pas aller peut-être chercher la ceinture.
Il a notamment abordé le thème de la dépression avec Volkanovski. Il dit ouais, moi je comprends entièrement. Il dit tu sais, dans nous les combattants, on est soit des chasseurs, soit des leaders. Il dit John Jones c'est un leader, il met toujours une différence entre lui et le deuxième au classement. Et nous tous les autres, on est des chasseurs, on veut toujours avoir un objectif, on a toujours une proie. Et quand t'as pas de proie, des fois c'est dur d'arrêter. Il dit moi tu vois, j'ai très peur le jour où ma carrière va s'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit voilà, là j'ai commencé les podcasts, j'ai commencé les émissions de radio, j'ai commencé à être analyste. C'est bien, ça me donne quelque chose à faire, quand même quand je suis pas encore en entraînement. Et puis quand ça va s'arrêter, au moins ça aura déjà démarré. Et quand je combattrai plus, je pourrai continuer. Donc c'est aussi pour ça que je fais tout ça. Et puis il a dit ouais, c'est compliqué. Même quand t'es pas encore en entraînement, tu t'entraînes un peu moins, mais tu veux toujours continuer à t'entraîner. Tu veux pas en faire trop non plus pour pas te cramer. C'est très compliqué. Je peux comprendre que pour certains combattants, ça soit pas la meilleure des situations. Écoutez, on a aussi une belle interview de Uriah Faber qui est revenu à la fois sur sa carrière de combattant mais aussi sa carrière de coach. Je rappelle qu'il est coach à la team Alpha Male, une des plus grosses salles des États-Unis. Il est basé à Sacramento. Il a déclaré que lui, il avait commencé ça par passion. Il dit ouais, à la base, je voulais juste avoir des gars autour de moi, des gars qui savaient combattre et puis les amener avec moi pour me faire une équipe. Et puis aujourd'hui, on a une salle énorme, on a plus de 15 nationalités différentes. Moi, en tant que coach, j'adore parce que je dois donner j'allais dire des advice, des conseils à tout le monde. T'as le mec qui est fort mentalement, mais qui est un peu limite physiquement. T'as le mec, c'est le contraire, qui a toutes les capacités physiques, mais mentalement, tu sens que c'est un peu limite. Donc moi, il faut que je l'accompagne. Il a aussi dit que parfois, c'était compliqué quand t'as un mec qui n'arrive pas à gagner, qui vient te voir et qui te dit ouais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? Moi, mon boulot, c'est ce qu'il dit, c'est de dire la vérité. Des fois, c'est dur de dire à un gars, moi, je pense que t'es fini, je pense qu'il faut que tu passes à autre chose. Mais c'est mon boulot de coach de protéger mes combattants. Il a aussi, lui, c'est un Hall of Famer UFC, Uriah Faber, il est au Hall of Fame. Et il a parlé du fait de faire un Hall of Fame MMA. Il dit ouais, ce serait génial d'avoir un grand musée du MMA avec les gars qui ont combattu partout, les shirts des combats de légende, etc. Il faudrait que tout le monde mette ses égos de côté et qu'on fasse quelque chose pour le MMA, mais ça va être compliqué parce que tout le monde va vouloir tirer la couverture à soi. Dana White avec l'UFC, un autre avec le Bellator, un autre avec le PFL. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on se regroupe tous et qu'on fasse un Hall of Fame du MMA aussi avec les arbitres, les commentateurs, etc. Ce qui serait pas mal en soi. Il a aussi parlé d'une société qu'il possède apparemment, qui fait des robots de JJB. Alors en fait c'est un robot, mais vraiment c'est impressionnant, on croirait vraiment en humain et tu peux t'entraîner avec lui au sol. Il a vraiment un coude, des épaules, c'est comme si tu travaillais avec un humain. Franchement c'est très très fort. Je vais vous mettre des vidéos, hein, vous allez voir de quoi je parle. La société s'appelle Rollbot JJB. Ça a l'air impressionnant. Il dit ouais, John Jones veut m'en commander un, tout le monde veut m'en commander, Conor McGregor, les mecs qui font du JB veulent m'en commander aussi. Je l'ai emmené au Performance Institute. Tous les combattants qu'on tournait avec ont adoré. Et ça m'amène à parler du partenariat qu'il a fait avec l'université de Sacramento. Il dit ouais, on va créer un programme sportif, un programme sportif mais adapté au sport de combat. Vous savez, il y a les programmes universitaires aux États-Unis, tu peux faire du basket, du football américain, tout ça. Il dit nous on veut faire pareil avec les sports de combat, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ça va fonctionner. Et puis pour nos robots, c'est très compliqué parce que la personne qui les construit, elle les fait tout à la main, un par un, et ça coûte très cher, ça coûte 4000 $ un robot comme ça. Il dit là, l'université, si elle nous met des ressources à disposition, on pourrait accélérer ce truc-là et faire développer. Donc vous voyez, Uriah Faber, c'est un vrai businessman. Je l'avais déjà entendu il y a quelques années, des analystes dire ouais, Uriah Faber, c'est un super combattant, mais là, sa reconversion, elle est très bien réussie. Et du coup, on lui a dit, ouais, comment tu fais pour continuer à rester actif comme ça, faire plein de choses? Il dit, bah déjà, je m'entoure de personnes compétentes, de personnes motivées. Et puis moi, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu une discipline dans ma vie, tous les jours aller m'entraîner à la salle, tous les jours avoir un objectif. Et là, c'est pareil, tous les jours, je vais à la salle, j'entraîne les gars, on me propose des projets, je dis oui, je dis non. Et puis il dit, voilà, là, notre projet avec l'université, ça va vraiment être énorme, ça va nous amener du monde. Nous, on va organiser des compétitions, je crois que sa ligue de combat, à lui, s'appelle le A1, donc A1. On va faire ça sur le campus, ça va être génial. Écoutez, Uriah Faber, je pense que c'est la preuve qu'on peut réussir une reconversion de combattant, être à la retraite sans tomber en dépression. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient s'en inspirer. Moi, je l'aimais beaucoup en tant que combattant, j'aimais son style, j'aimais sa personnalité. De voir qu'il réussit maintenant en dehors de la cage, ça me fait très plaisir pour lui. Et puis on avait parlé du Web3, du métaverse, tout ça avec Mark Zuckerberg, il en a parlé aussi. Hein. Il dit ouais, tu sais, les robots, l'intelligence artificielle, l'université de Sacramento, ils ont une filière là-dedans. J'espère qu'on va pouvoir développer ça puis emmener le sport à un autre niveau. Donc écoutez, moi si ça peut amener quelque chose aux combattants et à nous en tant que spectateurs, je suis très content. Ensuite, un petit mot de Robert Whittaker qui est revenu sur le bordel que c'est dans la catégorie. Il dit ouais, entre Adesanya qui s'est mis sur le côté, Chimaev qui est blessé, Ousmane qui est monté de catégorie, il dit on sait plus vraiment où on est tous à un combat du titre. Il dit moi je pense que mon combat contre Ousmane peut m'amener proche de la ceinture. Alors moi
pense que c'est pas le meilleur des combats pour être proche de la ceinture, parce qu'Ousmane, il vient de monter, il a perdu, il est pas sur la meilleure série de sa vie. Il dit, ouais, imaginez Ousmane contre moi à l'UFC 300, on est 2 anciens champions. Moi, je pense vraiment que c'est le genre de combat qui me ferait plaisir et qui me ferait briller. Donc après, c'est vrai que c'est pas bête. Là, il sort d'une défaite, Whittaker. S'il reprend une défaite contre, je sais pas, Chimaev ou je ne sais qui, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'Ousmane, c'est un bon combat pour lui. Il a quand même des chances de le gagner, je pense, sans trop m'avancer. Donc imaginons une victoire contre Ousmane. Tout de suite, ensuite, il prend un prétendant à la ceinture. Et après, il peut avoir sa chance. Lui, dis-moi, c'est toujours l'objectif. Je veux toujours être champion. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est peut-être un choix plus intelligent que ce que je pensais à la base. Il a par contre dit qu'il ne voudrait pas affronter Paulo Costa parce qu'il dit moi si c'est pour qu'il annule au dernier moment, j'ai envie d'être payé, j'ai besoin d'argent, j'ai une famille à nourrir, je viens d'avoir mon 5e enfant. Il a aussi dit qu'il comprenait le pas de recul d'Adesanya. Il dit tu sais c'est beaucoup de sacrifices, moi je suis passé par là il y a quelques années. Il faut rappeler que Whittaker avant son premier combat contre Adesanya, il a fait un burn-out, il a dit ouais je comprenais plus pourquoi je m'entraînais, j'en faisais trop, j'étais surentraîné, ça allait pas mentalement, je me suis effondré. Et donc voilà, il dit, moi je comprends Adesanya, t'as les combats, t'as les 25 minutes que vous voyez dans la cage, mais il y a aussi tout l'entraînement avant, c'est des sacrifices, c'est des moments que tu passes pas avec ta famille, t'es invité à des repas, t'y vas pas parce que t'as ta diète, parce que t'as ton entraînement le lendemain, et tout ça, au bout d'un moment, ça peut peser. Il a aussi dit que Dricus du Plessis méritait son title shot, que ça allait être un combat intéressant. Il dit honnêtement, il m'a battu moi, j'étais dans la conversation, je vois pas pourquoi il aurait pas son combat, surtout que Chimaev est blessé, donc c'est le moment de faire ce combat. Écoutez, plutôt intéressant tout ça, on va passer à quelques annonces de combat, mais juste avant, un mot de Merab Dvalishvili qui confirme que Cerudo est le prochain, que lui voulait le combat en décembre, mais on lui a dit que c'était pas possible. Il a dit ok, bah moi alors je le veux bien en janvier. On lui a dit que janvier c'était pas possible non plus, donc il dit maintenant je le veux sur le même combat que O'Malley contre Vera, ce sera une sorte de demi-finale. Et en plus c'est vrai, ils auront combattu le même jour, donc pour le combat, si le gagnant de Merab contre Cerudo prend le gagnant de O'Malley Vera, ils auront eu le même temps de préparation pour la suite. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, ils seront vraiment à égalité, j'ai envie de dire. Et puis surtout il dit ouais, si O'Malley se blesse ou Vera se blesse, et ben moi je peux monter ou Cerudo peut monter prendre le combat. C'est une très bonne idée de la part de Merab Dvalishvili. Maintenant on va passer à de l'annonce de combat et j'ai envie de dire la délégation canadienne qui va défendre le territoire à Toronto au mois de janvier, avec notamment celui en qui les Canadiens placent beaucoup d'espoir, Malotte, qui va affronter Magny. Magny, encore une fois, dans le rôle de gatekeeper. Il l'a fait avec Rakhmonov, il l'a fait avec Yann Gary, maintenant il va le faire avec Malotte. S'il reprend une défaite là, ça va être très compliqué mentalement. Et puis l'UFC l'aura bien rincé jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Chris Curtis qui va affronter le solide Barrio, vétéran Barrio. Ça fait un moment qu'on commence à le voir à l'UFC. Écoutez, c'est pas le combattant le plus sur qui je miserais pour avoir la ceinture un jour, mais tu sais qu'il va toujours tout donner. Très intéressant. Et enfin, on va avoir le fantasque, le spectaculaire Charles Jourdain qui va affronter Woodson. Très beau combat. Jourdain, je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Moi, j'aime toujours le voir dans la cage. Pendant un moment, les Canadiens misaient beaucoup sur lui pour être le prochain champion. Là, on voit que les années passent, il a quand même du mal à enchaîner les victoires, mais c'est toujours spectaculaire ce qu'il fait dans la cage. Moi, j'aime beaucoup. Il a dit qu'il était beaucoup inspiré par Anthony Pettis, cette technique sautée, etc. Pendant un moment, je pensais qu'il fallait qu'il épure un peu son jeu, qu'il soit un peu moins fantasque, un peu plus sérieux, mais en fait, je me dis que c'est vraiment ce qui fait sa force. Je pense que lui, quand il rentre dans la cage, il est submergé par l'émotion, il a envie de briller, et du coup, c'est ce qui fait sa force. Alors écoutez, ce combat, peut-être le bon moyen pour se relancer dans la course au titre. Et enfin, un petit mot de Nassourdine Imavov qui a quitté le MMA Factory. Apparemment, et la salle de sport et le management. Alors écoutez, moi j'avais pas vu où est-ce qu'il allait s'entraîner. Et il y a, je crois que c'est Andy, je voudrais pas dire de bêtises, hein, ça va nous amener tout de suite. Oui, c'est Andy, ça nous amène à la minute auditeur. Avec Andy qui nous explique qu'il a quitté le MMA Factory et qu'il voudrait aller à l'American Top Team aux États-Unis. Bah écoutez, franchement, ça serait un bon choix, ce serait ambitieux, ce serait vraiment se mettre toutes les chances de son côté, parce qu'à l'American Top Team, tu sais qu'il y a énormément de monde, t'as des bons sparring partners. Maintenant, est-ce qu'on va bien s'occuper de toi là-bas? Je sais pas, est-ce qu'il a déjà des contacts sur place? J'en sais rien. Mais en tout cas, écoutez, c'est le moment de lancer la minute auditeur. La minute auditeur, je vais la commencer avec Yohan Tarita, qui me dit que lui, personnellement, demain, il voit Pavlovich passer et Jerry Prochaska. Écoute, pourquoi pas, ce serait... Prochaska, ce serait cool qu'il reprenne sa ceinture pour lui, il l'avait lâché sur blessure, donc ça serait bien. Pereira, s'il devenait double champion, ce serait cool aussi. Et puis Pavlovich contre Aspinal, écoute, moi je verrais peut-être un léger avantage à Aspinal parce qu'il est plus complet. Maintenant le truc c'est que Pavlovich, il touche, tu vas dormir, donc tout est possible. Ensuite, je continue avec Andy qui me parle du combat Doumbé-Baki. Il me dit ouais, tout le monde parle de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, c'est vrai que pour Baki, moi je pense que ce serait un beau cadeau de prendre Doumbé. Maintenant, il ajoute quelque chose, Andy, que j'avais pas pris en considération. Il me dit ouais, mais tu sais, Baki, il est tout proche de signer à l'UFC. S'il prend une défaite, c'est pas cool.
Ouais, c'est vrai. En fait, c'est peut-être pas le bon moment pour faire ce combat. Faut peut-être que les deux continuent à monter. Doumbé, s'il prend une défaite contre Baki, ça va pas être bon non plus parce que là, il est sur le point d'exploser internationalement, de prendre un gros nom et de se faire une vraie réputation. Un combat contre Baki, une victoire contre Baki, je pense pas que ça lui amènerait quelque chose de plus. Même s'il lui met un super KO, on sait qu'il est capable de mettre des KO, donc ça serait pas top. Et puis bah pour Baki, il est peut-être mieux à attendre. Hein. S'il a un combat de signer à l'UFC, peut-être que prendre quelqu'un d'autre que Doumbé, ça peut être bon. Après, je peux comprendre que Baki, il est jeune, il a faim, il a envie de taper les meilleurs. C'est aussi très compréhensible. Ensuite, il y a Corto JC qui me parle justement de Benoît Saint-Denis ce week-end. Il me dit, ouais, il a un mental de fou. Moi, je pense qu'on pourrait miser sur lui. Bah, tu vois, moi, c'est mon avis aussi. Je pense que Benoît Saint-Denis peut le faire, qu'il est meilleur dans tous les domaines. Et puis, il m'avait glissé un petit mot aussi de Nassourdine. Il me dit, ouais, je pense que Lopez, c'était le point faible de Nassourdine. Écoute, moi, je suis pas assez proche de la team pour le savoir, mais c'est vrai que c'est ce que beaucoup de gens disent. Après, Lopez, en ce moment, il est pas en honneur de sainteté, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que c'est pour ça que tout le monde lui crache dessus aussi. Puis il me dit, ouais, puis Cyril Gane, ça donne quoi dans la catégorie? Il a quand même fait 5 rounds contre Francis. Je suis d'accord, il les a perdus, mais il a quand même fait ses 5 rounds. Et oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Gane, il est pas mort. Hein. Gane, je pense qu'il a 1 ou 2 combats de récupérer une chance pour le titre. Maintenant, vu qu'il a déjà échoué 2 fois, ça va peut-être être un peu plus long. Aspinal, d'ailleurs, qui a dit, ouais, moi j'ai demandé à affronter Cyril Gane suite à sa victoire à Paris. Il m'a dit non. Bah aujourd'hui, moi j'ai ma chance pour le titre et lui non. Bah c'est tant pis pour lui. Bah, il a raison, Aspinal. C'est vrai que à l'époque, il aurait pris un combat contre Gane, ça aurait fait tout de suite le vainqueur, je pense, aurait pu avoir sa chance au titre. Gane n'avait pas voulu, c'est ce que j'avais entendu aussi, je sais pas si c'est confirmé. Mais oui, parce que Gane avait dit, ouais, il est derrière moi au classement, je vois pas pourquoi je l'affronterais. C'est vrai, il avait dit ça, Gane. Et bah écoutez, aujourd'hui, c'est Aspinal qui prend le devant. Écoutez, tant mieux pour lui. Et bah écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Je vous souhaite un bon week-end de combat. Il y a l'UFC, il y a les combats de Jorge Masvidal, gratuits sur YouTube aussi, en Barnacle MMA. On se retrouve lundi pour le débrief de tout ça. Salut!